Héritage Télévision, voici ce nouveau numéro d'entretien. Entretien reçoit un individu, une personnalité politique de la République démocratique du Congo ou de la société civile. Et c'est pour épiloguer autour des questions importantes de l'actualité dans notre pays, en Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Et aujourd'hui, de la guerre de l'Est à la question du changement de la révision constitutionnelle ou alors l'arrivée des immigrants dans notre pays ou alors toute autre question qui brûle dans l'actualité. On va essayer d'en parler, on va faire représenter la jeunesse haut-katangaise, congolaise, pourquoi pas, dans cette émission qui reçoit généralement des grandes personnes ou des vieilles personnalités. Et pour entretien de ce jour, nous allons recevoir un jeune dynamique, un libre penseur. Il n'est pas dans un parti politique, mais il aime son pays. Et avec lui, on va suivre comment raisonne la jeunesse à travers lui sur toutes ces différentes questions d'actualité. Je reçois sur ce plateau Monsieur David Mpoyi. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Léon Magloire. Je vous salue d'abord en passant. Je passe également la salutation à tous ceux-là qui nous suivent à ce moment. Et je leur dis tout simplement qu'ils soient scotchés pour écouter ensemble ce que nous allons cogiter sur différentes questions qui concernent notre pays. Comme vous venez de le dire, je suis un jeune libre penseur et philosophe, surtout analyste politique indépendant. Je ne suis pas partial, c'est-à-dire je ne suis pas des partis politiques. J'analyse tous les faits politiques avec beaucoup plus d'objectivité et de rationalité. Et pourquoi vous n'êtes pas dans un parti politique? Et pourtant, les formations politiques dans notre pays regorgent beaucoup de jeunes, talentueux, vigoureux, intelligents comme vous. Vous n'êtes pas là pourquoi? On évite de réfléchir par procuration. Parce qu'une fois on adhère, c'est-à-dire on doit mettre la scientificité et les compétences que nous avons au service d'un prélat ou d'une autorité morale, c'est-à-dire on sera vidé de toutes sortes de libertés d'esprit. Quand on adhère directement, il fallait réfléchir selon que l'autorité morale les voudra, même si cela rencontre les attentes de la population ou pas. Donc pour moi, adhérer dans un parti politique, c'est refuser consciemment de réfléchir en libre penseur. Et aujourd'hui, comment se porte la République démocratique du Congo, votre pays? En tout cas, le pays ne va pas bien du tout, mais il y a certaines choses qui semblent aller. Voilà. Alors David Mpoyi, la grande question d'actualité reste la révision ou le changement de la Constitution. Du coup, à quelques 2 ans de la fin du mandat constitutionnel du président Félix Tshisekedi, on voit que tous les grands ténors de l'actuel régime prêchent ce changement de la Constitution. La jeunesse que vous représentez sur ce plateau, quel est son point de vue par rapport à cette grande question d'actualité? Merci pour cette question. Elle mérite d'être réfléchie avec beaucoup plus de lucidité et sans penchant aucun. Ici, d'abord de constater que depuis un temps, le président de la République avait lancé un débat, je me rappelle très bien, sur la question du changement de la Constitution, selon ses mots. Je me rappelle, c'était lors d'un meeting ici dans la province du Haut-Katanga, précisément à la place de la Poste, dans la ville de Lubumbashi. Et après ça, il y a eu des gens qui ont relayé cette information allant dans le sens divers. Il y a ceux qui prônent sur le changement radicalement. Il y a aussi ceux qui prônent sur la révision de la Constitution. Bon, on n'arrive pas d'abord à comprendre de manière claire et on veut nous amener dans un changement de la Constitution ou on veut nous amener dans une modification de la Constitution. Mais tenez, il est scientifiquement prouvé que la révision de la Constitution est prévue par la Constitution.
s'il faudrait que nous soyons sincères. Mais le changement n'est pas prévu par cette Constitution. Et directement, quand vous entendez... Mais la Constitution que nous avons prévoit n'est sa pas modification. celle-là que nous avions, par exemple, à l'entrée de l'Aftel ou à l'époque du Maréchal. Ça veut dire que même un changement de la Constitution est prévu par la Constitution. Un changement de la Constitution est normal s'il y a un coup d'État. Voilà. C'est ça les principes. C'est un changement. Mais là, nous voyons des institutions qui trouvent leur substance dans cette Constitution. Toute cette charpente, la structure étatique est consacrée par cette Constitution qui prévoit les institutions et l'organisation des institutions de l'État. Donc, la changer équivaut, j'arrive, à la violer totalement et je ne sais pas ce qu'on peut appeler, ou sinon on pourrait dire que c'est en quelque sorte un coup d'État. Si on veut être puriste, les changements de la Constitution n'est pas constitutionnel, mais la modification est constitutionnelle. Et surtout, qu'il faut noter que la Constitution est aussi prévue dans la Constitution, mais avec des manœuvres à suivre. Alors, changement ou révision ou modification, y a-t-il un agenda caché de ceux qui gèrent le pays pour le moment, selon vous? Avant d'arriver sur les procès d'intention, je voudrais d'abord vous faire comprendre que je pris le temps de suivre à la lettre tout le classique de l'Union sacrée qui prône sur la modification de la Constitution. Vous sentez que toutes les argumentations qui sont présentées ne sont pas fondées du tout. On dit que c'est une constitution rédigée à l'étranger par les étrangers. Non. Cette constitution freine le développement du pays. C'est parmi tant d'autres arguments qui sont En quoi est-ce que cette constitution viole ou empêche le développement du pays? Tenez, vous savez que depuis l'histoire de notre pays, depuis l'historicité, bien sûr, de la Constitution ou des constitutions, s'il faudrait que je le dise dans ce sens, c'est la première constitution qui a réglé tout le mot que nous avons connu dans notre politique. La première constitution qui a été rédigée par le tout premier président Kasavubu a été abrogée par la constitution de 1967 par le groupe des Biza. À la tête, il y avait Mobutu. Cette constitution-là prévoyait un régime présidentiel pur, voyez-vous, avec un vice-président, sans premier ministre, oui. Sans premier ministre. Il avait en fait éradiqué la fonction du premier ministre. Il a voulu gérer tout. Donc c'était le présidentialisme en quelque sorte. Mais nous avons vu là où cette constitution nous a menés. Le pays a connu ce que ça a connu, même avec l'entrée de l'AFDEL. On vous dira que, bon, en tout cas, l'ancien président Mobutu n'avait rien laissé, et c'était du présidentialisme en quelque sorte. Donc il est le seul maître à bord, il décide. Voilà, surtout. Alors, quand nous avons connu la guerre en 98 jusqu'en 2003, différents dialogues, et puis en 2006, on nous a donné une constitution qui, dans son sein, on trouve une forme d'hybridité et d'un équilibre très, très, très réfléchi, dans le sens que le président de la République n'a pas tout le pouvoir à lui seul pour nous éviter de tomber dans le présidentialisme. Et le président a un pouvoir limité. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Vous voyez, les régimes semi-présidentiels nous permettent quand même de ne pas tomber dans le présidentialisme. C'est-à-dire que le président ne peut pas se réveiller matin comme ça, signer des accords, comme nous les constatons, sans pour autant consulter l'Assemblée nationale, shifter ou consulter l'Assemblée nationale ou le Sénat ou les congrès dans son ensemble. Et ça nous permet quand même de limiter les pouvoirs avec le principe de Montesquieu. Donc je trouve que c'est la meilleure constitution qui puisse exister. La plupart des gens qui la reprochent, vous allez entendre présenter quelques articles, mais ce n'est même pas plus de 5 ou 10 articles. Dans cette constitution, selon eux, selon leurs arguments, qui cèdent une partie du territoire aux étrangers en cas d'agression, comme c'est le cas actuellement. Par exemple, le Rwanda qui convoite certaines de nos richesses au nom de la paix, et on laisse une portion de notre terre au Rwanda pour que le pays retrouve la paix. C'est parmi les arguments. Qu'est-ce que vous en dites, M. David Mpoyi? C'est une prétention d'intention. M. Magloire Monga, vous réfléchissez. Aujourd'hui, quel est le parti politique qui gère d'une manière générale le pays? C'est l'UDPS, n'est-ce pas? C'est le parti présidentiel, comme on dit. Oui, c'est l'UDPS, c'est le parti présidentiel. Qui est son fondateur ou qui est la référence idéologique? C'est les Sphinx, n'est-ce pas?
C'est les Sphinx, non? Je vous suis. Voilà. Les Sphinx a participé à la rédaction de manifestes d'Ensélé. Vous vous rappelez? C'était parmi de caciques, de Impair. Mais vous savez que la constitution de Impair prévoyait une disposition constitutionnelle, comme celle de l'article 217. Quand vous lisez la constitution de 1997 à son article 68, il est répété. En fait, on répète la disposition comme celle que vous voyez dans l'article 217. La même chose mot par mot. Le problème, c'est quoi? Il faudrait entrer dans l'esprit de cette constitution, de cette disposition constitutionnelle. Cette disposition constitutionnelle prévoyait une forme d'État africain, comme c'était la démarche en fait amorcée ou visée par l'ancien président Mobutu avec les Kadhafi. C'était dans une démarche purement africaine. Ça n'avait rien à voir avec une forme de balkanisation. Non, ça n'avait rien à voir avec ça. Et rappelez-vous que Mobutu n'était pas manipulé par les Rwandais, puisqu'on prend des choses, on impute à Kabila. Non, Kabila a laissé une brèche pour... mais notamment avec l'entrée de l'AFDEL, c'est mais l'AFDEL c'est une à son arrivée. Mais Je vous en prie, David. C'est l'AFDEL, par exemple, à son arrivée en 1997, qui a ouvert un couloir afin que les Rwandais arrivent jusqu'à Kinshasa. Et pour la toute première fois dans notre pays, on a eu par exemple un chef d'état-major général des FARDC qui était un sujet rwandais. C'était vu par tout le monde. Et vous voyez que cette erreur de l'histoire pousse carrément l'actuel régime à pouvoir revoir certaines dispositions constitutionnelles. Moi, je pense que cette raison n'est pas fondée, dans le sens que aujourd'hui, les antagonismes qui nous menacent avec le Rwanda n'a pas vu jour récemment ou avec ces régimes. C'est une guerre froide qui a existé dans les années antérieures. Il vous sera rappelé ici que même dans les Banyamulenge, il y a eu des problèmes à l'époque des nationalités, à l'époque de Mobutu. Donc je pense que c'est une disposition qui n'a rien à voir avec une pensée sournoise montée par le belligérant, comme ça s'est dit dans les salons de caciques de l'Union sacrée, puisque c'est une disposition constitutionnelle qui a existé, alors que la référence idéologique de l'UDPS était aux affaires, il était aussi influent. Pourquoi à cette époque-là, il ne s'était pas élevé contre cette disposition? Alors, à suivre votre fil d'idée, M. David Mboyi, oui. Vous restez carré, catégorique. Le moment ne s'y prête pas et que tout ce qui se fait comme démarche pour modifier ou changer la Constitution, selon vous, ça ne tient pas debout? Bon, ça ne tient pas debout. Je qualifie ça comme une forme d'opportunisme politique. C'est purement politique, c'est pour des raisons égocentriques. La population congolaise ne se retrouve même pas dans ces démarches-là. Je préférerais que ceux-là qui prônent pour le changement de la Constitution nous présentent des arguments efficaces pour nous présenter un projet de changement de la Constitution qui rencontre les attentes de la population congolaise et qui ne peut pas nous amener à un régime présidentiel. Regardez la Constitution que nous avons. Nous avons une Constitution qui a un régime semi-présidentiel, où le président n'a pas tous les pouvoirs de manière exclusive. Et nous avons aussi un système unitaire décentralisé fortement. Les provinces ont la latitude de s'organiser et même cette constitution prévoit que chaque province peut s'organiser sur le plan économique. L'article 4, quand vous lisez son deuxième... La libre administration des provinces. Voyez. Donc la province peut s'organiser et pour les provinces qui n'ont pas une capacité économique de production élevée, on a mis la caisse de péréquation. Voilà. Donc je pense qu'on peut continuer avec cette constitution. Elle est meilleure. Je vous dis, ces gens-là n'ont pas d'argumentation efficace pour la contrecarrer. Et aujourd'hui, nous avons cette guerre de l'Est avec le M23, soutenue par un pays voisin, le Rwanda, pour ne pas le citer. Pensez-vous que Corneille Nangaa et tous ceux qui l'entourent dans l'Est pour agresser notre pays tirent leur argument dans cette initiative de changement de la Constitution? Est-ce que c'est parmi ce qui fait les frustrer, ce changement ou cette modification?
Bon, les raisons qui les ont conduits à prendre... Il y a plusieurs raisons. Bon, il y a plusieurs raisons, c'est pourquoi je les mets au des pluriel. frustrations, notamment aussi en rapport avec Voilà. cette initiative. Moi, je trouve que la plupart des raisons qu'ils ont brandies ne rencontrent pas l'assentiment de notre population. Et puisque, même si vous reprochez les régimes actuels d'avoir commis beaucoup de gaffes, violé la Constitution, etc., c'est pas pour autant que vous allez agresser votre pays. C'est pas pour autant que vous pouvez prendre les armes pour tuer. Et surtout, si on ressuscitait Mouzé pour lui interroger, je pense qu'il leur interdirait de prendre les armes, puisque Mouzé a payé sa peau. Vous savez tout ce que nous avons connu là. Je pense que c'est pas une très bonne expérience. On ne sait pas ce que le Rwanda va tirer comme dividende derrière ses soutiens. Et aujourd'hui, les Rwandais pompent même la torse pour dire clairement qu'ils soutiennent le mouvement rebelle. Alors moi, j'ai dit que c'est une démarche qui n'a pas été bien réfléchie, puisque nous avons connu dans l'histoire de notre pays quelqu'un qui a recouru par la voie de Rwandais pour renverser un régime, et il a payé ce qu'il a payé là. Les conséquences sont là jusqu'aujourd'hui, mixage et tout ce qui va avec. Vous condamnez l'agression de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda. Je suis contre cette agression. Totalement. D'accord. Alors, restons sur cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Okay. Avez-vous les clés pour déverrouiller la porte et retrouver la paix? Selon vous, que faut-il? On parle des différents dialogues, différentes initiatives diplomatiques, ou alors on reste sur différents fronts pour que nos FRDC se battent. Selon vous, en tant que jeune qui réfléchit à un libre penseur, quelles sont les solutions pour que nous puissions mettre fin à cette guerre? Bon, il faut qu'on soit franc. La franchise que l'État congolais doit continuer avec les volets militaires, et surtout aussi, même s'il ne les dit pas... Mais sur le plan militaire, les FARDC ont prouvé de quoi ils sont limités. Bon, même si dans les passés, on a senti quand même cette inefficacité, cela n'implique pas une impossibilité qu'ils fassent mieux avec la loi de la programmation budgétaire. Si réellement cette loi est respectée à la lettre, je pense qu'ils pourront quand même faire quelque chose de bien, et surtout, ils peuvent empêcher que l'ennemi puisse prendre encore ou contrôler une grande partie du pays. Ils peuvent se limiter là où ils se sont limités, les contrecarrer, pourquoi pas les attaquer? Alors, la question ou la dimension du dialogue, on ne les dit pas, mais c'est constate. Savez-vous que la semaine passée, lundi, mardi, mercredi, il nous a été informé que le gouvernement était en plein dialogue avec en Suisse, avec les M23 et voilà. Alors je pense que bon, c'est une logique qui a été d'ailleurs prévue dans le pourparler de l'accord entre guillemets de paix qui s'était signé à Washington. Bon, c'est une procédure qui a commencé. Les problèmes, c'est au niveau de l'opposition non armée. Est-ce que les opposants qui n'ont pas pris les armes seront-ils appelés pour un éventuel dialogue? Voilà. Je pense qu'il est important qu'on les appelle pour dialoguer avec eux, puisque le président de la République doit préparer son départ. Alors, dialogue ou d'une manière claire. Oui. Pile ou face, dialogue ou guerre? Où on y va? Non, on y va avec, on y va avec toutes les deux marches. Toutes les deux options. Toutes les deux options. Donc, on fait en même temps, les militaires font ce qu'ils doivent faire et la diplomatie doit faire ce qu'elle doit faire. Puisque ce qui est vrai, et même si je ne partage pas mes convictions avec ces régimes, mais vous sentez quand même que la diplomatie a secoué les choses, a même fait retarder les choses. On a vu que Bukavu a été libéré par la négociation. Ça a même poussé Kagame de reconnaître son implication dans la guerre, et on a même vu des sanctions de grands officiers rwandais, même si la plupart qui ont été condamnés ne sont pas actifs. Mais malgré cette condamnation, cela a eu quand même des effets. Malgré cette condamnation, on ne sent pas un retrait définitif. Et vous sentez que même dans la bouche de belligérants, il y a une forme d'arrogance qui s'installe encore. Mais je voudrais un peu souligner un point, M. Magloire Monga, que l'accord de Washington a fait rêver beaucoup de gens. Mais quand vous les lisez avec un esprit critique très ouvert, vous vous rendrez compte que le M23 ne sont pas du tout coincés, ils ne sont pas indexés.
on laisse une marge de manœuvre pour que le gouvernement congolais dialogue avec eux. Quand vous lisez dans le préambule de l'accord de Washington, je crois à son... Excusez-moi un peu de me référer. Je vous en prie. Ok, voilà. À son... Je crois... Il y a un petit chapitre là. Prenez vos papiers, ne vous gênez pas. Ok. Voilà, je m'étais quand même outillé pour éviter toute forme d'accusation infondée. Voilà, je suis dans le préambule de l'accord. Vous allez lire voilà, les 6e points. Il est prévu ce qui suit. Conscient des négociations en cours entre la RDC et l'AFC, M23, sous la médiation de l'État du Qatar à Doha. Vous comprenez? Donc, ces points avaient reconnu dans l'accord de Washington que les pourparlers à Doha devaient continuer. Vous comprenez? C'est comme si... Mais ça se trouve, tout ça, ça se trouve au point mort. Hein, et on sent ce recul. Mais j'ai vu les fanatiques crier ça et là pour dire que l'accord de Washington devait chasser directement le rebelle ou le belligérant. Mais dans cet accord, on prévoit une démarche de négociation, une démarche de dialogue entre les deux parties pour aboutir à un compromis. Vous voyez un peu, en fait, les sales tours, en quelque sorte, que les États-Unis d'Amérique nous a présenté d'une manière sournoise. Alors, il faudrait être très vigilant. Ça risque d'être... on peut acclamer, mais attention, on vous dit, nous signons l'accord avec vous, mais attention, vous devez négocier avec le M23 pour savoir ce que vous devez faire avec eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas banni la démarche qui avait déjà précédé celle de Washington. Donc, pour dire que on ne peut pas acclamer définitivement ou directement Washington tant que les démarches de Doha continuent. Alors, monsieur David, on est à presque 2 ans de la fin du mandat constitutionnel du président Félix Tshisekedi. Mis à part l'initiative de révision ou changement de la Constitution, si on doit rester dans le temps, selon le calendrier constitutionnel, voyez-vous dans les 2 ans à venir, le président Félix Tshisekedi mettre fin à la guerre de l'Est et organiser les élections à cette allure-là? Est-ce que le temps court à sa faveur? Court pas du tout à sa faveur, sur la partie qui ne contrôle pas. Parce que si les temps couraient à sa faveur, je pense qu'il boycotterait même le pourparler de Doha. Ce qui revient à dire qu'ils reconnaissent d'une manière ou d'une autre la force de belligérants. On ne fait pas l'apologie, mais on fait un constat. Le constat est que ces gens persistent. Ces gens forment des militaires. Ils fonctionnent comme un gouvernement parallèle. On dirait que c'est un État dans un autre État. Et si le gouvernement congolais était vraiment conscient de son efficacité, il ne continuerait pas de dialoguer avec Doha. Donc, si la démarche ou le pourparler de Doha existe, donc ils reconnaissent quand même d'une façon claire ou d'une façon ou d'une autre que ces gens sont à peu près forts. Ils sont soutenus. On vous a même dit que cette armée-là a un soutien plus... Ils ont un armement plus sophistiqué que les FARDC. Ce n'est pas nous qui les disons, mais ce sont des ça rapports. Ça se prouve aussi sur le terrain. Voilà, c'est pour vous aussi. Ils ont conquis des territoires le président, ils sont depuis plus de 4 ans. Les régimes peuvent continuer à dialoguer avec eux et préparer les élections. J'étais en train de dire quelque chose, monsieur Léon Magloire. C'est que c'est une occasion pour le président Tshisekedi d'éprouver à la face du monde que c'est un homme qui peut rester dans le panthéon de l'histoire congolaise. Dans le sens que... Mais on le voit, il fournit beaucoup d'efforts, il est de gauche à droite. Si aujourd'hui il acceptait de quitter les pouvoirs en 2028 en organisant les élections, je pense qu'il sera les héros qu'on n'a jamais connus dans notre pays. On ne vous entendra pas d'une bonne oreille à l'Union sacrée, hein, c'est ce que vous dites là. Mais moi je suis avec ce projet de changement de constitution. C'est ça les principes. C'est ça les principes. Les principes est que le président de la République doit respecter la Constitution. Quand le président prête serment en lisant la Constitution à son article 74, la main sur la Bible. Il jure la main sur la Bible. Il jure de respecter la Constitution. Et respecter la Constitution, c'est partir au temps selon la durée prescrite par la Constitution. L'appétit vient en mangeant. Bon, ce n'est pas comme ça qu'un homme d'État doit réfléchir. Un homme d'État voit les futurs. Il va à la construction de l'État. Il ne va pas seulement sa personne. Il ne va pas seulement son parti. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis de ceux qui croient que Kabila n'est pas le père de la démocratie.
Vous savez pourquoi je l'ai dit? Argumentez, on vous Voilà. écoute. Les gens disent que Kabila est le père de la démocratie dans le sens qu'il a organisé une alternance politique dans notre Même pays. pas le père de l'alternance? Je peux lui Depuis accorder la l'indépendance. paternité de l'alternance et non de la démocratie. Puisque, L'alternance, ce n'est pas le fruit d'une démocratie. Non, il y a eu élection, je pense que ensuite, c'est des concepts passation, différents. passation pacifique. Ouais, la et passation civilisée pacifique, oui. du pouvoir. mais on n'a pas la- connu un coup d'État, et donc Kabila, on peut lui accorder quand même ce crédit d'être le père de la démocratie, même de Vous savez l'alternance. pourquoi j'ai dit non? Puisque la démocratie, c'est un concept qui prône sous la sacralité de voix de peuple. Vous comprenez? Et par la voie électorale. Si Kabila réellement l'était, entre parenthèses, père de la démocratie, ça s'expliquerait dans le sens qu'il a organisé les élections où la population, en 2018, a exprimé réellement sa volonté, et cette volonté-là a été proclamée par la CENI. Mais ce n'est pas ce que Il n'y Nanga a a pas dit. eu vérité des urnes. Ça, c'est le mot. Ça, c'est maître les mot mots de de Martin Nanga. Fayulu. Ça, c'est les mots de Nanga. Nanga, il les dit chaque fois ici. Mais regardez Il quand l'a reconnu lui-même qui a organisé ces élections. Voilà. Mais regardez quand les sénateurs font ces sorties médiatiques. C'est qui me déçoit, moi, personnellement. Il fait ces sorties médiatiques. Il ne veut même pas revenir sur cette question-là pour dire que non, attention, Nanga. Moi, j'étais le président. Je suis le père de la démocratie. Réellement, les voix de la population congolaise qui ont prôné sur le changement de la Constitution, qui ont prôné sur la proclamation des résultats en 2018 sont vrais. Si réellement il contrecarrait ou s'il interdisait Nanga la paternité du père de la démocratie, excusez-moi pour la tautologie, lui serait reconnu. Mais tant qu'il s'était, comme les Français disent, qui n'est dit mot consent, donc Kabila aussi n'accepte pas la paternité démocratique. Et Kabila, ça m'étonne. Kabila que vous citez est accusé, condamné à mort. Ok. Et il est accusé d'être derrière le M23. Selon votre entendement, est-ce que Kabila soutient le M23? À plusieurs reprises, on l'a vu à Goma, une zone contrôlée totalement par les rebelles. Et donc, il serait de mèche avec eux. Est-ce que vous êtes de cet avis? Si je voulais répondre en tant que juriste, ou si je vais répondre en suivant les normes juridiques, je pense qu'il y aura à boire et à manger sur cette question. Mais politiquement, l'ancien président pose des gestes un peu opaques. Il n'est pas clair. Hein? Il n'est pas clair. On sent une forme de sournoisement. Imaginez-vous un peu une zone qui est contrôlée par les rebelles. Comment tu peux t'y rendre? Comment vous êtes à l'aise avec les rebelles? Voilà, qui agressent vous êtes votre à l'aise pays? avec eux et vous sentez que quand il fait ses sorties médiatiques, il ne les attaque pas. Il ne les reproche pas de manière claire. Kabila est Quand très il suspect. tacle Il est le très régime, suspect. Il est bon, très moi je suspect. trouve une forme de suspicion, une réticence, et c'est ce qui peut amener à une accusation ou à une prétention d'intention qui sera fondée. David Mpoy, on passe à un autre sujet d'actualité. La RDC reçoit des immigrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Et déjà, un premier lot est arrivé. On parle de 15 personnes qui sont chez nous, refoulées par les États-Unis d'Amérique. Et ils arrivent. On a suivi récemment la première ministre. C'était il y a quelques 2-3 jours. Elle a été reçue sur le plateau de TV5 Monde, dans le journal L'Afrique, où elle a presque divagué autour de cette question. Est-ce que vous l'avez suivi et comment avez-vous jugé cette sortie médiatique? En tout cas, c'était en quelque sorte un peu honteux, pour les dire Un vrai. peu, hein? Un peu honteux. Un peu seulement. Un peu, surprenant. Voir la chef du gouvernement balbutier sur une question d'une importance très capitale. Et surtout que c'est un accord international. Quand vous signez un accord avec les États-Unis d'Amérique. Elle dit que les négociations, par exemple, sont en cours, alors que, mais je pense qu'on devait alors que sentir, ces migrants arrivent déjà. On devait sentir une lucidité elle balbutie dans la en rapport avec communication. la nationalité de ces gens-là pour revenir à ce qu'elle disait. Elle dit, bon, je ne connais pas, mais ils viennent quand même de l'Amérique latine. Est-ce que cette question a été prise au sérieux avant qu'elle ne soit mise en vigueur? Bon, comment on peut croire, comment peut-on être convaincu qu'il y a du sérieux dans ça, puisque la ministre, en fait, la première ministre a en quelque sorte balbutié Celle sur qui a cette la question-là. philosophie Alors que c'est elle-même qui est la chef du gouvernement, c'est elle qui engage le gouvernement, c'est elle qui est la décideur principale du gouvernement, c'est la personne qui est mieux placée ou qui était mieux placée pour nous répondre à cette question-là. Je trouve d'abord une ambiguïté sur l'identification de pays de provenance.
ce qui nous met dans un état de suspicion, de regrets sérieux. Et je trouve que... Et puis la démarche, juridiquement parlant, est un peu en quelque sorte biaisée. Quand vous lisez la Constitution dans son article 214, le gouvernement ne peut pas amorcer une telle démarche sans que le Parlement puisse être au courant. Mais c'est passé comme ça, la question est passée comme ça. Et je vais même vous informer que le pétitionnaire de la motion de la défiance qui a été déposée contre le ministre de l'Intérieur avait soulevé cette question. Qui sait si c'est pour cette raison-là qu'on a rejeté la motion, puisqu'elle devait quand même être examinée. Et je pense que c'est une question, normalement, qui devait faire l'objet d'une discussion sérieuse à l'hémicycle pour nous éclairer. Et donc le pays a pris un gros risque. Oui, en quelque sorte, parce que nous ne savons pas la nature de ces gens-là. Mais, M. Léon Magloire, est-ce que vous pouvez comparer l'administration américaine à celle de la RDC? Mais pourquoi l'administration du pays les plus développés du monde expulse ces gens-là, a échoué de sécuriser ces gens-là, mais pour nous les envoyer au Congo? Dans un pays en guerre. Dans un pays en guerre, un pays qui a des sérieux problèmes sur tous les plans. Mais vous nous amenez ces gens-là. Jusqu'à maintenant, les nombres exacts de ces gens-là n'est encore inconnu. Quand vous lisez le communiqué officiel qui a été publié, mais vous trouvez qu'il y a des choses qui n'y sont pas, mais qui valaient la peine d'être connues. Comme la durée. À combien de durée ces gens-là viendront? Et la première ministre qui a déçu plus d'un Congolais sur cette question est pressentie pour un troisième gouvernement. Elle est là depuis 2 ans. On risque d'avoir d'ici quelques jours Soumino 3. Est-ce que cette femme mérite d'être là où elle est? Elle est encore digne de foi après notamment cette sortie médiatique, selon vous? Bon, en tout cas... Visiblement, elle bénéficie encore de la confiance du chef. Bon, sur le plan budgétaire, on peut la féliciter. Un coup de chapeau à elle. Mais par rapport à la politique sociale, il y a à boire et à manger. Même si on a connu la dépréciation du dollar, mais la vie sociale, le panier de ménagères, c'est vraiment très compliqué sur ces points-là. Je pense que si on révisitait ou s'il fallait changer l'équipe gouvernementale, on doit commencer par elle. Elle nous a donné 2 formes de gouvernement, mais ça n'a pas amélioré les conditions de la vie sociale. La guerre n'a pas fini. Et s'il y a possibilité qu'on mette à la tête, on peut même piquer quelqu'un de l'opposition. Pourquoi pas? Et on pressent un certain Chadarou et un certain Minakou pour diriger le gouvernement, ou carrément c'est elle qui revient, on verra. On va voir tout ça. Alors la vie en province, hein, on est dans le Haut-Katanga ici, actuellement, c'est un intérimaire qui gère. Récemment, il a même formé un gouvernement remanié à 80%, je pense. Quelle a été votre lecture sur cette actualité en province? Bon, constitutionnellement parlant, le gouverneur intérimaire ne peut pas poser des actes d'un gouverneur effectif. Il est intérimaire, mais ce n'est pas un vice-gouverneur. Et donc, puisque le titulaire est empêché, il lui est quand même permis d'avoir tous les bâtons de commande. On a soulevé la jurisprudence avec le cas des Mouillèges. Mais constitutionnellement parlant, il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais comment voulez-vous qu'il puisse gérer avec les anciens collaborateurs de son titulaire qui aujourd'hui est empêché? Je pense qu'il a quand même raison d'avoir son équipe. Mais les problèmes, c'est les principes constitutionnels. C'est ça aussi les problèmes. Est-ce que constitutionnellement parlant, un gouverneur intérimaire, peut-il poser des actes d'un gouverneur qui a les pleins pouvoirs? Non, mais puisque l'autre est empêché, est-ce que la vie politique en province va être arrêtée? Non, peu importe ça. Je pense que l'équipe gouvernementale était là. Peut-être il pouvait continuer. Si on veut être puriste en interrogeant les textes... Oui, il veut continuer avec les gens qui vont obéir. Mais la majorité de ces membres du gouvernement qui ont été déchus ou qui ont été remplacés, ils sont de l'Union sacrée, non? Mais ils ont été nommés par celui qui est empêché à Kinshasa, et donc il a besoin des élèves fidèles à lui. Leur autorité morale n'était pas les gouverneurs. Leur autorité morale de l'Union sacrée n'était pas les gouverneurs. C'est le président. Et donc votre point de vue là-dessus est carrément... Bon, moi je trouve que constitutionnellement parlant, pour être vrai, je m'abstiens à faire toutes sortes de commentaires, mais c'est un peu louche sur le plan constitutionnel. Voilà, nous sommes dirigés par les textes. Hein. C'est ça même la beauté d'un pays, et surtout que le président prend sous l'état du droit. Et si on veut être juridique, je pense qu'il y a à boire et à manger, à moins qu'on soulève une jurisprudence en
en se référant à ce qui s'était passé à Kolwezi avec les cas des Mouyèges dans la province de la Laba-Jarif. Bon, sur ces points-là, quand même, ça peut se comprendre. C'est une manœuvre totalement politique, mais nous lui donnons encore la chance. Depuis qu'il est là, on ne voit pas quand même l'insécurité dans la province, mais il se constate seulement que dans la ville de Lubumbashi, il y a une recrudescence des enfants de la rue. Je me pose la question, est-ce que le gouvernement provincial manque de moyens? On a suivi récemment le gouverneur lui-même dans la nuit allait traquer ces jeunes gens. Voilà, on a même vu une vidéo qui a fuité où ils ont barricadé la route. Le gouvernement provincial est à l'action et on a vu certains chégués être arrêtés par le ministre de l'Intérieur. Il les a présentés au gouverneur intérieur. Je pense qu'ils doivent continuer puisque ces enfants-là nous mettent tellement mal à l'aise et le gouvernement a tous les moyens qu'il faut pour les mettre hors d'état de nuire. J'ai même appris qu'il y a des arrestations de quelques récalcitrants qui ont mené des troubles dans la commune de la Kenya. J'apprécie aussi ça, même si on veut politiser ça pour attaquer ou salir l'image de l'actuel gouverneur. Je pense que s'il fallait arrêter certains récalcitrants qui mènent des troubles, il fallait les faire, puisqu'il se constate même qu'aujourd'hui, certains partis politiques gèrent même certains arrêts. En vertu de quelle loi? Est-ce qu'un parti politique... Et ça, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Mais je pense que c'est une pratique qui doit être éradiquée, puisqu'à la longue, ça peut nous causer de sérieux problèmes. C'est comme ça que les mouvements insurrectionnels se fabriquent. Mais quand un parti politique se place pour gérer un arrêt, c'est en vertu de quelle loi? Et où va cet argent? Vous comprenez? Donc, ce ne sont pas des institutions, parce qu'au départ, les partis politiques sont des biens privés. Et quand ça s'érige là pour jouer des fonctions étatiques, c'est pire. J'appelle le gouverneur, et précisément au ministre de l'Intérieur récemment nommé, de mettre en place un mécanisme pour arrêter cette pratique-là de certains récalcitrants qui sont aux arrêts, j'arrive, et qui récoltent là de l'argent des taxes sans avoir le mandat ou les prérogatives de l'État. Alors, M. David Mpoyi, avant de terminer cette émission, on sent que vous êtes un jeune dynamique. Vos réflexions nous ont quand même plu dans cette émission qui reçoit généralement des hommes politiques. Mais vous n'êtes pas dans un parti politique et pourtant, votre tête, votre cerveau, on en a besoin pour la gestion de cette province, de ce pays. D'où vous viendra l'opportunité d'avoir une parcelle de pouvoir si vous ne voulez pas adhérer à un parti politique? Ce pays a besoin de vous. Le mal de notre pays, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle, c'est un nouveau concept, la paticratie. C'est-à-dire quand tu n'es pas dans un parti politique, c'est impossible que tu te retrouves dans l'appareil étatique pour gérer. Je pense que s'il fallait modifier la Constitution, parce que moi je suis pour la modification de la Constitution et non pour les changements, on ne peut pas on ne peut pas exclure d'autres couches ou ceux-là qui ne sont pas acteurs dans le parti politique, on ne peut pas leur priver le droit ou les opportunités pour se retrouver dans l'appareil étatique pour gérer. En tout cas, je suis contre cette... vous sentez que notre Constitution est en quelque sorte trop politique et le pouvoir est entre les mains des partis politiques. Et si on pouvait ajouter certaines dispositions ou modifier certaines dispositions dans ce sens-là, je pense que ça permettrait à ceux-là qui ne veulent pas adhérer dans les partis politiques de se retrouver en train d'assumer des fonctions importantes. Pourquoi? Moi, je constate que les partis politiques aujourd'hui sont de biens privés et les partis politiques au Congo ne suivent pas une idéologie. Ils sont là, vous allez trouver les partis de gauche se comporter comme les partis de droite. Vous allez trouver ceux qui sont au pouvoir se comporter comme s'ils étaient à l'opposition. Ils se comportent comme s'ils étaient à l'opposition. Donc, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas la fidélité à l'idéologie, mais nous trouvons qu'il y a la fidélité à l'individu, à l'autorité morale. Mais une fois, il n'est pas là, mais il faut aller voir ce que cela donne. Regardez les PPRD aujourd'hui. Antoine Gabriel Kyungwa-Koumaza n'est plus là, mais l'UNAFEC fonctionne. Joseph Kabila n'est plus aux affaires, mais le PPRD existe. Le PPRD existe. Combien de rassemblements les PPRD a ici en province? Alors, entretien recevé aujourd'hui un jeune, un penseur libre, il n'est pas dans un parti politique. Et avant de terminer cette émission, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra-là qui est la vôtre. Dans 2 ou 3 minutes, vous allez formuler un vœu pour votre pays, pour vos dirigeants. Que voulez-vous que ce Congo soit dans 2-3 ans? Et quels sont vos vœux en rapport notamment avec la partie est de notre pays, aujourd'hui victime de cette guerre du M23 soutenue par
le Rwanda. La caméra est à vous et juste après, on va devoir désannoncer cette émission. Merci pour cette aubaine que vous m'accordez, Monsieur Magloire Monga. Vous faites partie des 7 crèmes intellectuelles que je connais depuis tout petit. Je vous rappelle que j'ai commencé à vous suivre depuis l'école primaire. Je vous enviais beaucoup. Je suis assez vieux. Hein. Aujourd'hui, j'ai Vous grandi. aviez vieilli. Voilà, quelqu'un qui vous a envié alors qu'il y a plus de 10 ans en arrière. Et ça fait presque 25 ans que je suis dans ce métier. Un peu plus même. Hein. J'étais encore à l'école primaire pendant que je vous suivais. Et vous gardez toujours cette ferveur-là et vous aidez les pays. Merci, c'est gentil. La caméra est là pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis foncièrement contre le tribalisme ou la tribalité. C'est l'un des mâles qui détruit notre pays. Alors, je nous demanderai d'être unis, de supporter nos autorités politiques ou nos leaders politiques en fonction de leur vision et non en fonction de la tribalité ou en fonction du fait que nous partageons un même espace linguistique avec eux, puisque le pays est plus que notre tribu, le pays est plus que PPRD, le pays est plus qu'ensemble, le pays, le Congo, est plus que l'UDPS. Et s'il faudrait changer la Constitution, je pense qu'il fallait la respecter. C'est mieux de parler de la modification et non du changement de la Constitution, puisque si aujourd'hui les changements de la Constitution intervenaient alors que la partie de l'Est est sous le contrôle de belligérants, pensez tout ce qui peut en venir. Alors, je demanderai aussi à ceux-là qui ont pris les armes, ce n'est pas une bonne option, puisque si on ressuscitait aujourd'hui Mouzé Kabila pour être interrogé sur cette question-là, il ne faut pas les encourager. Il vous donnerait beaucoup de leçons. Les gens comme des Kagame là ne sont pas à faire confiance, puisqu'ils nous envient. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent tirer comme dividende. Voilà, mesdames et messieurs, vous vous rendez sûrement compte, j'avais raison de recevoir ce jeune, ce libre penseur qui n'est autre que M. David Mpoé, à qui je dis merci d'être venu sur ce plateau. Pour moi, c'est une aubaine. Et c'est par là que s'achève l'entretien de ce jour. Cette émission reste ouverte à tout penseur, à tout politique, à tout individu congolais qui voudrait venir donner son point de vue sur différentes questions d'actualité dans notre pays. C'était avec plaisir. Merci à notre chargé de programme, M. Seoufou, ainsi que toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Bonne suite de programmes sur Héritage Télévision et au prochain numéro d'entretien. Au revoir.